Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ces vérités officielles, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle croit dans ces vérités, elle propage d'ailleurs ces vérités, elle fait partie de la propagande officielle. Nous, non. Donc du coup, on va en parler, on va débunker tout ça, comme on le dit si bien, c'est les fact-checkers. Et pour cela, je reçois Jérémy Mercier, normalien. Comment ça va, cher Jérémy ? Ça va très bien. Et toi, Mike ? Excellent. Alors, avant d'avoir cette discussion, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. La lettre, voilà, elle est là, elle s'affiche. Les plus grands, les meilleurs y écrivent, dont le maître du Logos. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas non plus que nous éditons le dernier livre de Laurent Ozon, Les néoconservateurs, une élite impériale, édition Géopolitique Profonde, pareil. Vous allez en description. Alors, cher Jérémy, ça me fait très plaisir parce qu'en plus, toi, tu viens de l'étranger, de très loin de l'étranger pour le coup, d'un peu trop loin d'ailleurs. Tu as écrit cet excellentissime livre, là, il faut vraiment le montrer. Alors voilà, toi, tu as fait des très grosses études. T'es docteur, t'as fait normal, t'as fait des facs en Angleterre, etc. Tu étais vraiment dans l'idéologie dominante et pourtant tu as basculé. Comment s'est passé ce cheminement ? Alors, la bascule, elle s'est faite il y a un petit moment, en fait. Ça date pas de 2020. Alors, pour 2020, c'est là où j'ai rué dans les brancards parce que j'étais horrifié par l'arnaque qui était en train de passer et le fait que tout le monde y croit, en fait. Mais avant, je dirais que la bascule s'est faite pendant ma thèse de doctorat. J'étais étudiant à l'Imperial College à Londres et j'étudiais donc les biocarburants que j'appelle agrocarburants. D'ailleurs, le premier chapitre de ma thèse, j'explique pourquoi je parlerai d'agrocarburants et pas de biocarburants parce qu'il n'y a rien de bio là-dedans. Enfin, faut faire gaffe à cette terminologie là. Et j'ai compris donc pendant mon travail de recherche en Angleterre que je m'étais planté et que moi au début j'étais tout à fait pour cette nouvelle soi-disant technologie qui allait rendre le transport durable, vert et qu'on allait arrêter le changement climatique grâce à ça. Enfin bref, j'étais vraiment là-dedans. Je pars de loin. Hein. T'étais d'ailleurs écologiste. D'une certaine manière, enfin, j'ai jamais été dans des manifs ou des trucs comme ça, mais en tout cas, j'avais cette croyance dans la les secte toilettes climatiste. sèches, non, monsieur Poutine, je me doucherai à 15 degrés pour vous. Bon, c'était il y a longtemps, c'était entre 2006 et 2011. Voilà. Mais n'empêche que j'étais vraiment là-dedans. Après, tout n'est pas acheté. Hein. Tu mettais pas les lunettes d'Eva Jolie quand même. Ah, ça que c'était pas mal. Les lunettes, tu sais, les lunettes rondes, rouges et vertes. Non. Mais... Et tu mettais pas la moustache verte de Noël Mamère. Je pensais à José Bové aussi. Ou José Bové. Ouais. Mais par contre, je les ai vus. Hein. J'avais été à leur meeting à l'époque à Nantes, à l'époque d'Europe Écologie Les Verts. Et j'avais... et pour le coup, j'avais été extrêmement déçu parce que j'ai trouvé que leur discours était très plat, très creux. Et ça manquait complètement d'une approche vraiment scientifique. C'est des gens qui répétaient une propagande sans vraiment réaliser qu'il s'agissait d'une propagande. Et ça, donc, je l'ai compris pendant ma thèse de doctorat. Donc, ça a été extrêmement utile pour moi. Et je me suis retrouvé très seul parce que 6 mois après le début de ma thèse, je me rends compte que c'est une arnaque, tout ça. Donc, je suis sur un sujet, je suis parti tout feu, tout flamme. J'y croyais, je voulais changer le monde. Et puis c'était génial avec ces nouveaux carburants verts, etc. Regarde ces belles lunettes qu'elle avait. Regarde les belles lunettes. Tu vois, tu mettais ces lunettes-là. Et en tout cas, voilà, j'y croyais. Coucou, je suis Jérémy Mercier, j'ai des lunettes vertes. Et j'avais des lunettes, par contre, et j'en ai plus, on en parlera peut-être plus tard. Mais effectivement, j'ai cru à tout ça et rapidement, j'ai réalisé l'arnaque et je me suis retrouvé seul parce que dans mon labo, finalement, seul dans le sens où j'étais dans un labo de recherche à Londres et finalement, tous les gens autour de moi, c'est des gens qui défendaient la propagande sans réaliser qu'il s'agissait d'une propagande. Et j'étais le seul qui avait, j'ai envie de dire, une démarche scientifique réellement, qui posait des questions, qui remettait même en question le dogme de départ. Et en fait, c'est-à-dire que quand tu te retrouvais seul, parce que tu as dit aux gens, quand même, toutes ces choses-là dont on les explique à la télé, c'est quand même bizarre et tout, c'est pour ça que tu t'es retrouvé seul, ou tu as gardé ta croyance, ce que tu savais juste au fond de toi? Ah non, j'ai exprimé rapidement les choses. Alors,
je faisais gaffe. Hein. Et puis sur l'histoire du changement climatique, on va dire que c'était pas exactement mon sujet. C'était un sujet global. Moi, c'était un tout petit bout de ce sujet-là, mais on partait quand même du principe qu'il y avait un changement climatique d'origine anthropique et qu'il fallait trouver tous les moyens pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter ce changement climatique, en gros. Et moi, donc rapidement, je me rends compte que l'histoire des agrocarburants, c'est une arnaque totale qui bénéficie à l'industrie agroalimentaire et à des gens qui profitent par-dessus, mais c'est pas du tout bon pour l'environnement, d'une part, et c'est une escroquerie à plein de niveaux, en fait. Et ça, quand je l'exprime publiquement dans le cadre de mes recherches, alors là, tout se ferme, j'ai envie de dire. Mais ce qui est dingue, c'est que à la base, la science, c'est quand même des débats. Je sais pas, il y a 500 ans, 1000 ans ou avant, c'était des débats entre gens qui pratiquaient la science. Ah, j'ai raison, non, t'as tort. Pourquoi t'as tort? Pourquoi j'ai raison? Enfin, voilà. Complètement. Et là, dorénavant, émettre un doute ou une supposition, ça te met au banc, en fait. D'une certaine manière, oui. Et moi, je me souviens, j'étais financé par une fondation qui elle-même, donc une fondation française, qui elle-même recevait de l'argent de 4 gros industriels, Total, Renault, Diester Industrie, qui était le plus gros producteur de biodiesel en Europe, et Axens dans la pétrochimie. Et quand j'ai exprimé mes doutes sur le bien fondé de cette technologie-là, mais je me suis fait défoncer, mais vraiment insulter par la représentante de Total à l'époque. Et je me suis dit, mais ils vont me supprimer en financement, tout simplement. Voire même, j'ai presque même eu peur pour ma vie, parce que je me suis dit, Total, je suis rien, enfin, pour eux, enfin, je les gêne. En plus, j'étais le premier récipiendaire de cette bourse de thèse. Enfin, j'étais un bon casting. Voilà, normalien en chimie. J'avais fait des stages dans des institutions internationales, aux Nations Unies, à l'UNESCO. Je parlais anglais, etc. Je me retrouve à Imperial College, qui est considéré comme une des meilleures universités au monde, à Londres. Et, en fait, je vais pas dans leur sens. Ouch. Donc là, ça s'est très mal passé, mais heureusement, je pense que d'un point de vue, pour leurs financeurs, ça aurait pas été très bon d'arrêter finalement cette première thèse avec moi. Donc ils m'ont financé jusqu'au bout. Par contre, j'ai eu l'interdiction d'utiliser le nom de la fondation lors de mes communications dans des colloques, parce que j'allais à des conférences internationales à divers endroits. J'ai plus eu le droit de mettre le nom. Bon, c'est pas grave, je m'en fichais. Mais ils m'ont fait des pressions comme ça. Ils ont voulu me trouver un nouveau directeur de thèse, un espèce de co-directeur, mais pas officiel depuis la France, qui viendrait en gros surveiller mon travail. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Et au final, c'est pas eux qui me donnent la thèse, c'est mon université et c'est un examen. J'ai eu ma thèse, je suis docteur, voilà, c'est comme ça, pas de bol pour eux. Mais c'est dingue, quand même, ce que tu dis. Ça veut dire qu'en réalité, tout ça est orienté visiblement vis-à-vis des grandes firmes. Complètement. Alors moi, j'avais une thèse qui était financée par l'industrie, clairement, par cette fondation qui était reliée à l'industrie. Mais d'autres personnes, c'était des thèses financées par des pouvoirs publics, des gouvernements, que ce soit britanniques ou autres. Et il y a toujours un intérêt. Et quand il y a un sujet polémique comme celui que j'avais choisi, là, on va te pousser dans un coin qui va dans le sens de ce qu'attend le financeur. Et il est hors de question de sortir de ce qu'attend le financeur. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai osé braver quelque part les présupposés et les conclusions même qui étaient attendues de ma part. Je suis pas allé vers ces conclusions, ça les a gênés, mais j'y suis allé quand même. Mais ça veut dire en gros que si toi tu as connu ça, donc j'imagine que tous les autres le connaissent aussi. Et donc, j'imagine, au vu, parce que moi, je te dis une chose, pour moi, la crise sanitaire, ces 2-3 ans de crise sanitaire, ça a été vraiment un vrai laboratoire et j'ai pu voir en réalité ce que les gens avaient dans le bide. Pas grand-chose. La masse, je parle de la masse. Bien sûr. Et donc, du coup, j'imagine que les scientifiques n'étant pas différents de la masse des gens, j'imagine que ces scientifiques, beaucoup, n'ayant pas grand-chose dans le bide, lorsque le financeur leur a dit oh, écoutez, il faut dire plus ça que ça, soit aller dans le sens de ceux qui les finançaient. Exactement. Et j'aime que les scientifiques, entre guillemets, sont des gens qui sont extrêmement formatés. Enfin, quand on a atteint un haut niveau d'études, il y a un formatage énorme qui s'est passé tout le long. Lesquels, par exemple? Tout. Il y a des dogmes en permanence qu'on apprend. Enfin, dans mon cas, changement climatique, c'était tout le temps rabâché. Déjà en 2004, 2005, 2006. En 2004, mais bien sûr, ça c'est très ancien. Tu te souviens, le protocole de Kyoto, c'est 99. La conférence de Rio, où on a vraiment lancé l'histoire du changement
climatique, c'est en 92. Donc c'est très ancien tout ça. Le chemin a été préparé par les médias et ensuite c'est rentré par le biais des universités et de l'enseignement supérieur et il y a un formatage gigantesque. Donc on devient finalement quelque part les jouets du système sans même s'en rendre compte. Moi j'ai réalisé ça, mais plein de gens autour de moi n'ont rien du tout réalisé. Comment ça? Les gens qui étaient avec moi en thèse, j'avais plein de collègues. Il y en a qui ont fini après à la Commission européenne, à l'Agence internationale de l'énergie, etc. Et ils continuent à défendre la propagande, mais ils ne réalisent même pas qu'il s'agit de propagande. Et pourtant, ils sont scientifiques. Ils devraient quand même chercher à vérifier. Non, c'est ça, oui, c'est le en métier, théorie, quoi. oui. Mais en réalité, la plupart des personnes qu'on dit scientifiques sont pas vraiment des scientifiques. Ils n'ont pas la démarche scientifique. C'est-à-dire que ils connaissent les équations, ils savent faire des calculs, ils savent théoriser certaines choses, mais ils n'ont pas, j'ai envie de dire, les ressources pour remettre en question le dogme de départ. Et donc, ils le prennent pour acquis et ils vont pas le remettre en question. Oui, mais... et tout ce qui découle après, c'est n'importe quoi. Oui, mais je veux dire, l'esprit scientifique, normalement, ça veut dire que ce ne sont pas des scientifiques, ce sont des administratifs, alors. D'une certaine manière, ou alors en tout cas, ce sont des gens qui partent d'un présupposé de départ qui est faux, qui ne le remettent pas en question. Tout ce qui est derrière est cohérent, mais comme ça repose sur un présupposé de départ qui est faux, en fait, ça ne vaut rien. C'est dingue, hein. Parce que ce sont des gens, parce qu'ils viennent d'universités les plus réputées au monde, qui, aujourd'hui, j'imagine, ils sont décideurs. Bien tous sûr. Ces gens. Ah bah oui, Imperial College, il y a une personne très connue de l'arnaque COVID qui en vient, c'est Neil Ferguson. C'est lui qui est le prophète de malheur qui a annoncé qu'il allait y avoir des millions de morts et qu'il fallait aplatir la courbe en restant chez soi. Ce gars-là vient d'Imperial College et déjà lui avait avait prévu qu'il y aurait d'autres arnaques. H1N1, c'était lui en 2009-2010. Les histoires de foot and mouth disease, je sais plus comment on dit, pied, enfin bref, les trucs du mouton, enfin soit c'était des épidémies humaines, soit des problèmes plutôt de maladies animales. Mais lui, il a fait plein de stats et de projections qui étaient complètement n'importe quoi. Et il dit n'importe quoi 3 fois et le redit encore une 4e ou une 5e fois pour Covid et ça passe encore. Mais ça veut dire que ce monsieur, lorsqu'il fait ça, il sait que... Alors lui, je pense qu'il sait pour le coup. Il sait que c'est un menteur. Je pense qu'il le sait. Ou est-ce qu'il est persuadé de sa réalité? Je pense qu'il n'en est pas persuadé parce que lui qui a promu le confinement, donc c'était un des grands scientifiques qui a dit il faut absolument rester chez soi pour sauver des vies et pour aplatir la courbe en 2 semaines, eh bien lui-même ne respectait pas le confinement. Il allait voir sa maîtresse en cachette pendant que les autres étaient confinés. Enfin, c'est un truc de fou. Oui, mais bon, après voir sa maîtresse, oui, j'imagine que c'était un besoin naturel d'un scientifique. Bien sûr, ça aussi. Je dis pas le contraire, mais il ne respecte pas le confinement qui, selon lui, allait sauver des gens, parce que lui, en gros, il respecte pas ce qu'il impose aux autres. On est prêt à tous les sacrifices pour la maîtresse. On le sait. On le sait bien. Bon, en tout cas, voilà, il y a eu un scandale là-dessus qui est sorti, je sais plus dans quel journaux anglais, mais enfin bref, tous les médias anglais en ont parlé par la suite, mais ce gars-là, je pense qu'il sait. Donc lui, mais lui, il est d'une génération. Il est un peu plus âgé, ouais. Mais par contre, ceux qui sont de nos générations, eux, j'imagine qu'ils croient mordicus et qui ne sont pas dans la malice. Oui, très ça. L'écrasante majorité des gens dits scientifiques qui défendent ça ne sont pas dans la malice. Ils y croient vraiment, oui, je pense, oui. Très très peu ont compris l'arnaque et la défendent. Mais ces gens-là, on va les trouver plutôt à la tête, je dirais. Ceux qui sont tout en haut, ceux-là doivent connaître l'arnaque. Tout en haut. Mais les scientifiques, justement, qui sont idéologisés, n'arrivent pas en haut? Non. Si vraiment ils ont prêté serment. Je parle à un moment dans mon livre du fait que j'ai été testé à un moment. Je l'ai compris plus tard, mais je pense qu'il y a des sélections de personnalités et ceux qui sont bien soumis, qui ont prêté allégeance, on va les monter. Voilà. Justement, ça c'était très intéressant dans ce livre. Pourquoi ? Parce que si ça se passe dans le monde scientifique, que tu es testé dans le monde scientifique, et j'imagine que ils ont dû se dire celui-là il est un peu trop indépendant, donc on va pas le garder, malgré tes notes, etc. Parce que voilà, il y a le côté écrit, il y a le côté oral, voilà. Eh ben, j'imagine que c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Très probablement. Dans les écoles nationales d'administration, de l'ENA, les grandes écoles où il y a des Sciences Po, les jurys, tout ça. Et donc, lorsque
un jury voit que un type qui doit rentrer à l'école normale d'administration ou autre grande école, polytechnique et compagnie, eh ben, ils savent qu'il est formatable. Et s'il y rentre, c'est parce qu'il est formatable. Alors, ça dépend des écoles. Alors, Polytechnique, je ne mettrais pas tout à fait dans le même Peut-être cas. non Polytechnique parce que c'est plus scientifique. Voilà, Alors après, en tout cas, l'école normale, l'administration, l'ENA. Nationale. Ah oui, pardon, l'école nationale d'administration, Ouais. pardon. L'ENA, c'est école nationale. Enfin, ça a changé de nom, il me semble, en plus récemment. J'ai oublié le nom récemment, mais ça a changé de nom. Et oui, effectivement, on ne fait pas rentrer à l'ENA n'importe qui. Je connais des personnes qui ont candidaté à l'ENA, notamment une personne qui était dans la promo de Macron, à la prépa ENA. À la prépa ENA à Sciences Po, et en fait elle était vraiment brillante, elle était bilingue en allemand, ils ont mis une note éliminatoire en allemand, mais non vérifiable parce que c'était de l'oral, hein, donc on pouvait pas contester cette note-là pour pas la prendre parce qu'elle gênait, elle avait un profil qui ne voulait pas. Par contre, des gens transparents avec peu d'idées très formatables, ceux-là, oui, tout est ouvert. Donc vous avez compris ce que je veux dire, hein, voilà. C'est pour ça que moi, l'école normale d'administration, oui, ça s'appelle maintenant l'Institut national du service public. Ah oui. Je remercie notre ami à la technique qui est toujours présente. Il m'envoie tout de suite des trucs, hein, direct. Il est au taquet, voilà. Donc c'est pour ça que moi je dis, vous savez, moi je suis jamais les énarques. J'ai travaillé dans ma vie d'avant pour des gens qui ont fait l'ENA, surtout à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et je sais très bien que, si vous avez fait l'ENA, c'est parce que, il y a quelque chose qui a plu au système. Bien sûr. Et dire à 45, 50 ans, oh putain, je suis hors système, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Suivez mon regard. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont vu, tiens, en toi, qui faisait que ça ne plaisait pas au système? Alors ce test que j'ai vécu, c'était au tout début, juste avant de commencer ma thèse à Londres. Et il y a un chercheur de mon labo qui me propose de l'accompagner à Paris. Donc je venais de m'installer à Londres. Il me dit, tu parles français, on va aller ensemble rencontrer des gens à Paris. Et on se retrouve comme ça dans un café rue du Faubourg Saint-Honoré, hein, bien connu adresse, oui, tout près de l'Élysée. À côté de l'Élysée. Juste à côté de l'Élysée. Donc, et c'est avec... c'est vraiment gros test, là. Ah ouais. Et du coup, c'est avec des banquiers suisses, un politique local français, et puis ce chercheur anglais qui est avec moi. Et puis on discute d'un projet de création d'une usine de biocarburants, donc agrocarburants. Je crois que c'était pour la Bretagne, parce que c'était un politique breton. Et puis bon, moi j'ai quelques réserves un peu sur le projet en disant qu'il faudrait vraiment vérifier que c'est un intérêt environnemental avéré. Donc ça... Là, ils se sont dit, là, c'est bon. Là, le gars, il est compliqué, là. Voilà. Et après, après le café, après manger, on va au Cercle Interallié, qui est juste à côté, aussi rue du Faubourg Saint-Honoré. Là, je croise Platini, je croise des députés, des journalistes, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je sais pas, je comprends pas. Et en fait, c'est un club vraiment hyper select, hein, on rentre pas comme ça, hein, au Cercle Interallié, et Cercle de l'Union Interallié. Et là, je comprends que je suis vraiment avec les gros poissons, là, disons. Et eux, ils me font rien comprendre du tout. J'ai l'impression que tout se passe bien. Simplement, on retourne en Angleterre avec... Mais ils t'observent. Mais ils t'observent, les mecs. Certainement. Voilà, parce qu'il faut se dire les choses. Le système, on a l'impression mais il observe. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc je rentre, ça durait même... C'est une journée, c'est quelques heures à Paris. On repart en Eurostar, première classe, avec ce chercheur anglais, là, de l'université où j'étais, à Imperial College. Et puis on discute un petit peu. Puis voilà, après il me dit, est-ce que tu veux bien écrire un petit papier par rapport à la réunion, machin. Mais il se passe rien du tout. J'ai aucune nouvelle de ça. Et c'est bizarre comme truc. Et après, il s'est rien passé par rapport à ça. Et t'as écrit le petit papier? Oui, je lui ai fait un petit compte rendu, un petit truc par rapport à ça. Et après, il m'a demandé de l'aider à écrire un article pour un magazine. Enfin bref, voilà. Et j'ai rien fait d'autre avec ce chercheur. Et mais ce chercheur, lui, je savais qu'il avait beaucoup de financement. Il était très proche de, je crois que c'est Shell ou je sais plus quelle grosse entreprise dans l'énergétique qui le finançait notamment. Et après, il a monté en grade au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, il me semble qu'il doit être au top au niveau universitaire, à Imperial College toujours, et puis toujours avec beaucoup de contrats avec l'industrie. Mais c'est fou parce que c'est évident que c'est un test. Eux sont quand même très malins. Ils observent sans que tu le saches. Et justement, c'est quelques années après que tu as compris que c'était visiblement un test. C'est un médecin d'ailleurs qui, quand je lui ai raconté cette histoire, il m'a dit « ça c'est un test ». Il m'a dit tout de suite. Et moi j'ai dit « bah oui, c'est vrai ». Tu vois? Bon, c'est un médecin, entre guillemets, complotiste, hein, évidemment. Oui, mais si tu l'avais pas vu, ce médecin, peut-être qu'aujourd'hui encore, tu n'aurais pas su que c'était un test. Ouais. Et si tu avais dit à ce moment-là, ah oui, en effet, super, des biocarburants à Pelemer, à côté de Lorient, ça c'est génial. Hein. Ouais, voilà. Et là, tu aurais fait, bon bah ok, là c'est bon, là t'étais plus ici. Exactement.
Donc, mais c'est pour ça que, moi je le dis, tous... en fait, il faut se dire aussi une chose. Parce que tous ceux qui vous disent « Non mais, je vais changer le système de l'intérieur, tu vas voir ce que tu vas voir », ça c'est Pipo et compagnie. On ne change pas le système de l'intérieur, c'est le système qui te change. Je pense que c'est une très bonne remarque. C'est ça, hein? Oui, et alors, du coup, ça, j'ai voulu le tester en allant faire des stages dans des institutions internationales, aux Nations Unies, à Beyrouth, l'ESCOA, la United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Et c'était une histoire de fou que j'ai vécu là-bas, parce que j'ai commencé mon stage le jour où une bombe a tué Rafik Hariri et 20 personnes dans la rue. Enfin bref, j'ai senti le bâtiment trembler, etc. Mais j'ai vu la lourdeur administrative, et je me suis dit, peut-être que c'est spécifique à cette institution qui émane des Nations Unies. Et j'ai fait un autre test cette fois, à l'UNESCO, au siège mondial à Paris, dans le 15e. Et là, j'ai vu, en fait, c'était encore pire. C'était encore pire. Et il y a une secrétaire mexicaine qui bossait avec moi, et elle avait affiché un petit document qui montrait l'évolution des employés de l'UNESCO. Et tu vois quelqu'un qui est tout content au début, et puis qui s'affaisse au fur et à mesure, et à la fin, ça fait une espèce de chameau, tête bizarre, parce qu'en fait, les gens, effectivement, sont changés par le système, ils sont écrasés, et notamment à l'UNESCO, en tout cas dans le service que j'ai vu, les gens sont écrasés, mal dans leur peau, déprimés, ils croient plus en rien, et à la fin, ils font juste ça, mais uniquement pour le fric. Alors qu'au début, beaucoup arrivent avec des vraies idées, ils veulent aider, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. Bon, on y reste parce que l'UNESCO, on ne paye pas d'impôts. C'est ça. Alors, pour les fonctionnaires internationaux, oui, voilà, oui. On ne paye pas d'impôts. Et tous les autres organismes supranationaux, voilà, comme Bruxelles. La Commission, bien sûr. Tu sais que moi, j'ai fait des émissions pour Virginie Joron, que je salue, bien entendu. J'aime beaucoup d'ailleurs Virginie Joron, députée européen. Moi, je suis un ancien attaché parlementaire à l'Assemblée et Sénat, jusqu'à mes 32-33 ans. Et du coup, j'avais l'attaché parlementaire de Virginie qui m'a fait « Ah putain, j'aurais trop aimé faire comme t'as fait et tout à l'Assemblée ou au Sénat. » Parce que bon, à Bruxelles, ça le faisait chier. Oui. Et il me fait « Mais combien tu gagnais ?» Ben écoute, moi, en fin de carrière au Sénat, je prenais 2100 € brut, avec les impôts, revenus, machin. Il a fait « Ah bon non mec, je vais plutôt rester à Bruxelles parce que nous c'est mieux. C'est 5-6 000 et après impôt. » Ah oui. Voilà, et on paye pas d'impôts. Attaché parlementaire à Bruxelles. Donc j'ai dit bon bah ok. C'est-à-dire que nous on bossait, on touchait des clopinettes. Okay. Lui, je sais pas. Bah, si il bosse parce que Virginie elle bosse. Virginie elle bosse bien entendu. Et donc, mais malgré tout, il gagnait beaucoup plus. Ah oui, effectivement. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Voilà. Et donc arrive la fameuse crise sanitaire. Et qu'est-ce que tu vois là? Les annonces, évidemment les annonces. Et qu'est-ce que tu en penses dès que tu t'entends parler de ces annonces? Alors, dès décembre 2019, donc avant qu'il y ait la crise Covid, je précise tout de suite, c'est pas une crise sanitaire. Hein. Bah, je l'appelle sanitaire, c'est pour le YouTube en fait. Ouais, ok, d'accord. Voilà, alors c'est toi. Voilà. D'accord. Alors pour moi, c'est complètement une opération psychologique. On va expliquer pourquoi après. Mais dès décembre 2019, je dis là, il y a un loup, il y a un problème là. Pourquoi ils nous parlent d'une nouvelle grippe en Chine? Enfin, on s'en fout quoi en fait. C'est aussi important que la diarrhée du Nicaragua de 73. Enfin, c'est hors sujet, enfin c'est inintéressant possible. Pourquoi ils nous parlent de ça? Et puis en plus, on sait que au Nicaragua en 73, ils avaient sacrément la diarrhée. Ah ouais. Même qu'on a dû envoyer des chiottes. Ouais, exactement. Là, le PQ était vraiment utile pour le coup. Voilà. Envoyer des chiottes au Nicaragua, c'est utile pour le monde. Vas-y, continue. En tout cas, moi je vois ce truc arriver, puis il commence vraiment une opération de peur que je trouve grotesque et qui se fait petit à petit, mais tous les médias en parlent. Et ça me saoule et je me dis bon, ils vont nous refaire le coup de H1N1 de 2009-2010. Et à l'époque, en France, ça n'avait pas marché. Enfin, les gens, très peu avaient été se faire injecter. On se moquait de Roselyne Bachelot. Enfin, il y avait les Guignols à l'époque d'ailleurs, qui s'étaient moqués du masque de papier. Excellente vidéo. Enfin voilà, tout avait été, j'ai envie de dire, c'était moqué en France. Et là, c'est pas pareil parce que les médias en parlent de façon insistante, mais surtout, et là, j'ai envie de dire, je suis choqué. C'est au mois de mars quand Macron fait son annonce. Nous sommes en guerre, 6 fois. Donc tu n'as pas compris ça? Je me suis dit là, mais c'est tellement absurde, c'est tellement fou, c'est tellement débile. Je me suis dit, personne va y croire. Et là, mon choc, tout le monde y croit, et tout le monde reste chez soi pour sauver des vies. Comment t'expliques justement c'est passé de on se moque de Bachelot, j'allais dire Brigitte, Aussi. à on s'enferme chez soi?
Il y a eu une stratégie marketing très différente. Ils ont fait appel. Alors, je pense que H1N1 était un peu un test. Et en France, ils se sont dit, il faut les mater, ces gens-là, parce que je pense que c'était les moins injectés d'Europe, en fait, les Français à l'époque pour H1N1. Par exemple, dans les pays scandinaves, ils avaient cru, les gens. Ils sont piqués. Et puis, il y a eu plein de problèmes de narcolepsie qui était un effet secondaire grave des injections. Et en France, beaucoup moins de gens ont fait, enfin, c'était 10-15%. Enfin, c'était vraiment un chiffre assez ridicule par rapport aux objectifs. Et après, je sais pas si tu te souviens, mais Roselyne Bachelot avait dû renvoyer des centaines de millions de doses de façon très charitable à l'Afrique, évidemment. Pour les aider. Bref, en tout cas, là, il y a une stratégie qui a été différente. Et puis, on a commencé aussi, on a joué sur des choses. À mon avis, ils ont été très forts. Ils ont parlé, par exemple, de pénurie de masques. On n'a pas assez de masques. Et ça, en termes marketing, c'est excellent. C'est-à-dire que si tu dis qu'il n'y a pas assez, les gens en veulent. Si tu dis qu'il y en a trop, personne n'en veut. Mais si tu dis qu'il n'y en a pas assez, mais tout le monde se dit « Ah, mais ils sont incompétents, ils sont nuls, il me faut mon masque pour me protéger d'un truc mais surtout imaginaire. qu'au début, ils disaient que ça servait à rien, après ça servait. Et ça fait partie de la stratégie de manipulation. Ça fait partie de la stratégie de manipulation. D'accord. Et après coup, j'ai découvert, fin 2020, parce que plusieurs personnes commencent à en parler, la charte de Biderman de la torture psychologique. Et ça, c'est très important c'est de quoi connaître ça. Alors, c'est un sociologue américain qui a observé comment les prisonniers de guerre américains avaient été traités par les Nord-Coréens. Il me semble que c'est ça. Et en fait, ils appliquaient des règles de contrôle mental et de torture psychologique. Et parmi ces règles, il y a donner des informations contradictoires. Et ça, c'est pas de l'erreur. Beaucoup de gens se sont dit, oh, ils sont vraiment pas bons, ils sont pas compétents. Pas du tout. Ils sont extrêmement compétents et ils appliquent à la lettre la charte de Biderman. C'est-à-dire que dire oui, asseyez-vous, et vous serez assis, vous ne serez pas trop malade, et tous ces trucs qu'on pensait débiles, c'était fait exprès. C'est fait exprès. Et c'est de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est du contrôle de population humaine avec des outils psychologiques. Le commun des mortels les connaît pas forcément. Maintenant, c'est connu. Enfin, je veux dire, si vous cherchez là sur, pour le coup, la page Wikipédia de la charte de torture psychologique de Biderman, elle est excellente. Elle met bien la liste, notamment la page française. Elle est même meilleure que la page anglaise. C'est assez surprenant. Elle est vraiment très bien. Ça met la liste je crois que c'est les 8 principes de la torture psychologique de Biderman. Et on voit qu'ils ont suivi à la lettre ça. Et ça, c'est des choses qui ont été connues, qui ont été utilisées, étudiées sur des prisonniers, sur des gens dans des institutions psychiatriques, etc., ou peu importe. En tout cas, ça a été validé par l'expérience. Donc, on sait que ça marche. Et là, c'était appliqué à l'échelle nationale et même mondiale. Et ça marche très, très bien. Ben, ça a marché parce que Super. les gens... moi, j'habite Saint-Ouen, je suis dans le 93. Et ben, dans le 93, malgré les vidéos qu'on envoyait et tout, pour dire, ouais, le 93, ils respectaient pas, ben, les gens respectaient. Hein. Ah ouais. Bon, peut-être pas à 100%, mais... Un peu moins qu'à Paris, peut-être, quand même. Peut-être un peu moins, mais pas beaucoup moins. Hein. En tout cas, chez moi, à Saint-Ouen. Et j'avais à l'époque un bureau au Stade de France. Et pareil, je veux dire, Saint-Denis. Donc, j'allais à Saint-Denis. Et pareil, c'était pas... Et même les dealers, parce qu'il y a beaucoup de dealers à Saint-Ouen, portaient des gants. Ah oui. Vraiment des gants. Et on les voyait avec leurs gants et des masques. Hein. Ah oui. Ah oui, Ils font attention, ils protègent les autres. Hein. Ah oui, voilà. Okay. Ils protégeaient les autres. Et donc, du coup, c'est ça, c'est le petit commerce. Tu vois. Après, si vous voulez garder leur clientèle, peut-être qu'il fallait montrer patte blanche d'une certaine manière et rassurer le client. Peut-être. C'est possible aussi. Parce que le client moyen qui va acheter de la drogue, c'est un cadre sup hyper formaté, qui a peur non pas de s'injecter n'importe quoi. C'est le malade imaginaire, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc il a besoin de se sentir protégé. C'est fort possible. Dans tous les cas, voilà, ça a été respecté. C'est vrai que, mais le fait de dire en guerre, est-ce que ça c'est un terme qui n'a pas été utilisé par hasard, j'imagine. Bien sûr, ça. C'est un discours certainement écrit par des conseillers, peut-être McKinsey ou autre, je ne sais pas qui a écrit ça, mais qui savent le pouvoir des mots, le répéter 6 fois, c'est pas un hasard, et tout a été structuré d'une façon, c'est comme un pervers qui s'adresse à ses victimes et qui va les contrôler. Et ce discours-là était pervers, complètement. Et la perversité, c'est quand même quelque chose dont ils adorent abuser sur les gens, pour le coup. Oui. Et c'est parce que ça fait tourner les têtes, ça rend les gens un peu fous. Et quand on n'est pas très sain, quand au final on est plus sain,
eh ben, on se laisse manipuler. Et oui, c'est ça, on est facilement contrôlé. Et j'ai envie de dire, tous les outils qui ont été utilisés, que ce soit les couches faciales, les injections, la distanciation, tout ça, c'est vraiment des êtres pervers qui mettent ça en place. Ils savent que c'est mauvais pour nous, ils savent que c'est mauvais pour la société, et ils le font parce que ils en retirent un plaisir qui leur permet. Enfin, il y a non seulement un plaisir, je pense qu'ils ont aussi beaucoup de mépris pour nous, et surtout, c'est des outils de contrôle extraordinaires. Si on peut faire ça à des humains, on peut tout leur faire faire. Mais là, ils réutilisent cette même communication. Mhm. On le voit mardi, là, non, c'était mercredi, pardon. Mercredi, le chef d'état-major de l'armée française qui parle de se préparer Mhm. dans les 4 ans à une guerre. Mhm. C'est quand même pas rien, c'est le numéro 1 de l'armée, le gars. Ah oui, 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 bien sûr. Et qui dit, il y aura, on sacrifiera en gros vos enfants. Ouais, ouais. Bah, j'ai envie de dire. Préparez-vous au décès, à la mort de vos enfants. J'ai envie de dire, c'est un discours qui nous paraît choquant à nous. C'est pas sûr que ce soit choquant pour tout le monde. COVID, c'est une opération psychologique. Pour moi, elle est concluante. Elle a très bien marché. Les gens ont obéi à un degré peut-être inespéré pour les autorités. Donc, si ça a marché, l'étape suivante, qui est la guerre, marchera, malheureusement. Mais pourquoi ça marcherait? Parce que là, après coup, on voit qu'il y a eu des carabistouilles qui est venu de la part de l'État. Bon, les gens pourraient se dire, attends, ils nous ont dit certaines choses sur ces 2 ans, sur ces 2-3 ans, je vais commencer à me méfier. Pourtant, lorsque le chef d'état-major parle il faut accepter de perdre nos enfants parce que d'ici 4 ans, nous aurons la guerre, ils utilisent donc du coup les mêmes méthodes, eh ben, j'imagine que tous ceux qui ont entendu ce message croiront que d'ici 3-4 ans, il y aura la guerre et qu'il faudra accepter de perdre nos enfants. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une programmation, ils nous prévoient ça, ils nous le disent, ça se fait petit à petit, mais on avance vers ça. Alors je sais pas si ça va arriver, j'espère que ça n'arrivera pas, mais tout donne l'impression que ça va arriver. Je pense que ça arrivera. Bah, tu vois, on en est presque sûr, c'est dingue. Il y a 10 ans, personne n'aurait imaginé un truc comme ça, mais aujourd'hui, c'est possible. Et je pense que l'opération psychologique Covid était nécessaire pour que cela puisse se passer facilement. Et les gens, il y a plein de gens qui disent aujourd'hui, non, mais c'est impossible, ça arrivera pas, etc. Malheureusement, j'en suis pas si sûr, hein, vraiment. Tu sais, lorsqu'il y a eu toutes les mesures d'attestation, je sais pas quoi, enfermement et tous ces trucs, on disait nous-mêmes, enfin, ou des gens nous disaient, ça n'arrivera pas, c'est pas possible. Exactement. Et c'est arrivé. Exactement. Donc moi, aujourd'hui, tout est possible. quand quelqu'un me dit Tout ça est n'arrivera pas, je dis attention. On a vu tout ce qui pouvait arriver alors qu'on pensait que c'était impossible et pourtant c'est arrivé. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Et en plus, il n'y a pas de leçon qui a été tirée de ça du tout. Bah, c'est ça le truc. Officiellement, il n'y a aucun problème, tout s'est bien passé. Oui, mais que eux aient un agenda et ne tirent pas de leçons. Enfin, si, ils tirent des leçons de si ça a bien marché, leur plan, etc. Ça, c'est les leçons qu'ils tirent. Mais que nous, enfin, quand je dis nous, c'est-à-dire nous, la population, quoi. En contrepartie, on n'en tire pas les leçons. C'est que vraiment, on est quand même assez manipulable. Hein. Exactement. Et tu remarqueras, enfin, si tu essayes de parler avec des gens qui ont pas remis grand-chose en question pendant l'opération psychologique Covid, ils ont pas envie d'en parler, en fait. Il y a une espèce de déni. Ah non, faut tourner la page, t'es encore là-dedans, toi. Non, ça va. Et en fait, ça participe à la stratégie de contrôle, j'ai envie de dire, des autorités qui nous ont divisés. Et ça a très très bien marché, on l'a vu. Mais en plus de ça, on ne tire pas de leçons. On doit faire comme si de rien n'était. Et du coup, on accepte ce qui se déroule devant nous, quelque part. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à lutter et à informer, y compris sur cette période, l'opération psychologique. Et on doit la dénoncer comme telle. Quand les masques tombent, c'est-à-dire que, du coup, on a vu leur vrai visage? Pour moi, enfin, en tout cas, pour ceux qui acceptent de regarder réellement en face d'eux, oui, on a vu le vrai visage. On a vu que, enfin, je pense, la grande partie des, entre guillemets, complotistes ou des dissidents a compris que les autorités ne veulent pas notre bien. Là, je pense que c'est assez clair. Par contre, je sais pas s'ils imaginent le mépris, mais sidéral, que ces personnes en haut
ont à notre rencontre. Eux, ils veulent garder leur place et ils veulent vraiment nous écraser vraiment le plus bas possible. C'est quoi comme mépris? C'est quoi ça? Un mépris de classe? C'est un mépris de classe, certainement, en grande partie. Puis parfois même, ça pose question, j'ai envie de dire, sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, leur humanité, tellement il y a une distance, c'est considérable. Donc oui, c'est assez flippant, j'ai envie de dire, mais si on regarde vraiment les choses telles qu'elles se sont passées, c'est ça qu'on doit comprendre. Les autorités ne veulent pas notre bien, d'une part, et sont prêtes à tout pour nous écraser, ça c'est clair. Oui, parce que mépris de classe, parce qu'évidemment, ils ont à l'époque communiqué sur les fameux complotistes disant qu'ils n'avaient pas d'études, qu'ils étaient au SMIC, qu'ils étaient au moins, peut-être même au RSA, ou peut-être même dans l'indigence complète, tu vois. Voilà, c'était socialement, on était tous des clochards, et on était tous à 80 de QI, en fait. Ça, en gros, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et quand on te voit, qui est normalien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors après, je suis Toi et d'autres, et tous les autres, bien sûr. Alors après, j'ai un chapitre qui s'appelle Normalien anormal quand même, hein, parce que clairement, je pourrais pas dire que la majorité de Normaliens sont dans ce sens-là, mais il y en a quelques-uns quand même. Oui, mais même si tu es normalien anormal, tu as quand même passé les examens, les concours. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Donc ne serait-ce que ça, ça remonte à ton QI à 81 peut-être. Voilà. Tu vois ? Oui, bien sûr. Oui, j'ai eu les concours. Voilà, je suis bien normalien de l'École normale supérieure de Lyon en chimie. Voilà, pas de souci. J'ai tout validé, tout est bon. Et du coup, voilà, tu écris. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu écrire ce livre ? Alors, j'ai voulu l'écrire parce que, en fait, il me semblait que ma voix apportait quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que j'entends beaucoup dans le cadre de la dissidence. Voilà. Qu'est-ce que tu entends ? Et qu'est-ce que tu voulais changer ? Alors, par exemple, toi, tu utilisais le terme crise sanitaire, et moi je dis attention à ce mot-là. Je pense qu'il est très trompeur. Il n'y a pas de crise sanitaire. Covid, c'est pas une crise sanitaire. C'est vraiment une opération psychologique. On sidère les gens, on leur fait avaler n'importe quoi, et on leur fait croire qu'il y a un nouveau truc incroyable qui est en train de se passer, même s'il y a rien. En gros, il y a rien. Ce qu'il y a, c'est une agression sociétale organisée et planifiée par les autorités à l'encontre de la population. Alors, je suis totalement d'accord, tu as totalement raison, et je suis vraiment... Mais bon, il faut que j'explique aux gens qui nous regardent le pourquoi. C'est que je pense que nous-mêmes, comme beaucoup de nos amis ont utilisé ce terme un peu générique, tu vois, parce que c'est ce qui nous permettait, en tout cas à l'époque, de sortir des radars des réseaux sociaux et de pas être dans la censure. Parce que sinon, si tu utilisais les termes exacts, voilà, c'était finito, quoi. Et donc... Là, il fallait se protéger, bien sûr. Il fallait se protéger, mais est-ce que... Peut-être que on a utilisé les termes de l'ennemi, c'est possible. Hein. Et là, il faut faire attention, je pense. Vraiment. Mais malheureusement, sur le moment, quand il s'agit d'informer, quand il s'agit de faire les trucs, on ne sait pas, est-ce que c'est bien d'utiliser le terme de l'ennemi, mais bon, mais si on ne l'utilise pas et qu'on se fait ban, à quoi ça sert ? Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Mais simplement, ce terme-là, utilisé dans notre camp de la dissidence, j'ai envie de dire, il est trompeur et on doit bien comprendre qu'il est trompeur. Et je pense qu'il ne faut pas l'utiliser. Et je pense que le meilleur terme aujourd'hui, c'est opération psychologique, coup d'État totalitaire, avec prétexte sanitaire. Le prétexte est sanitaire, oui. C'est-à-dire qu'on va utiliser la santé pour contrôler la population, voilà. Mais il n'est pas question de santé, c'est un prétexte, c'est un concept qui est mis en avant, mais c'est pas ça qui les intéresse. Ils s'en fichent complètement de la santé. Ce qui les intéresse, j'imagine, c'est ramener dans une forme de nouvelle société. Oui, c'est ça. Et j'ai envie de dire, pour contrôler une population, la peur, c'est idéal. Enfin, j'ai mis quelques citations, je sais plus laquelle c'est de Machiavel, un truc du genre celui qui contrôle la peur des gens contrôle leur âme, hein, quelque chose comme ça. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu, il a été réutilisé aujourd'hui par quelqu'un que je connais. Ça m'a fait marrer d'ailleurs. C'est une citation qui est très très puissante. Machiavel au XVIe siècle avait parfaitement compris comment on faisait pour manipuler les gens, et c'est ce qui s'est passé. Et rien de tel
que la peur de la maladie et la peur de la mort pour contrôler des populations. Donc si on leur dit qu'il y a un nouveau truc qui vient de Chine, alors en plus c'est la Chine, donc les gens se passent des films pas possibles en imaginant que c'est des conditions crasseuses, c'est des gens qui sont tous en état de surpopulation et qu'il y a des trucs bizarres qui sortent. Oui, bah c'est invérifiable. Et donc si on a cette image-là qui en plus qui a été préparée par les films, le film Brazil, le film Pandémie, etc. Enfin, il y a plein de films qui nous ont préparé ça, ou même L'Armée des 12 singes. Donc des gros succès qui nous préparent à cette idée qu'il puisse y avoir un truc qui vienne surtout de Chine, j'ai envie de dire. Et ben c'est génial. Les gens, en fait, ils ont déjà vu comment ça se passe dans les films, donc en réalité, ça va se passer pareil, quoi, d'une certaine manière. Donc ça a été planifié depuis totalement. de longue date. Très longtemps, oui, sans doute très longtemps, sans doute plusieurs décennies. Et j'ai envie de dire aussi, et là c'est plus compliqué même à entendre pour beaucoup de gens dans la dissidence, je pense même que SIDA, c'est également une opération psychologique. J'explique pourquoi dans le livre. Et ça a été nécessaire de mettre en place l'opération psychologique SIDA dans les années 80 pour ensuite que l'opération psychologique Covid puisse marcher. J'ai envie de dire, les tests bidons, c'est pas nouveau. Et le test de séropositivité qui est complètement bidon, qui ne veut strictement rien dire, a été mis en place pendant SIDA. On pouvait catégoriser quelqu'un de séropositif. Il a aucun symptôme, peu importe. Il a un test positif et hop, il devient banni de la société. Mais par exemple, un type comme Freddie Mercury, qui est mort de quelque chose, c'est quoi? Il n'est pas mort de cette maladie, il serait mort d'autre chose? Alors, moi, j'ai fait des vidéos, j'en parle un petit peu dans le livre, il me semble, à la fin. Mais en tout cas, il y a plein de types de, entre guillemets, SIDA. Le SIDA des homosexuels, c'est probablement lié, et c'est pas moi qui le dis, hein, enfin, je m'inspire notamment montre les livres, un excellent bouquin, Les 10 plus gros mensonges sur le SIDA, de Étienne de Harven et Jean-Claude Rousset. Et Étienne de Harven, c'était alors, je sais plus s'il était médecin ou, ouais, c'est ça. Un médecin et professeur émérite d'anatomopathologie à l'Université de Toronto au Canada. C'est un Belge. Et lui, pour le coup, il croit complètement au virus et compagnie, mais il dit, mais le sida, ça n'a aucun rapport avec un virus. Et il explique pourquoi. Ce bouquin est extraordinaire. Et en parlant de sida, là, tu touches aussi à quelqu'un qui a été aimé, en tout cas parmi la dissidence. C'est, que j'ai d'ailleurs interviewé, c'est le professeur Montagnier. Absolument. Et je le sais très bien. Et je sais que beaucoup de gens l'érigent en héros. Moi, j'ai plein d'informations comme quoi, voilà, ce qu'il a fait par rapport à SIDA, c'est une arnaque totale. Alors, soit il s'est planté, soit il en était conscient. Je pense qu'il en était conscient. Il a été remercié par le prix Nobel. Le prix Nobel, en général, ça remercie pas des travaux. Aujourd'hui, en tout cas, c'est plus là pour valider et remercier les travaux qui ont fait avancer la science, etc. C'est pour valider un narratif et une propagande. Et je pense que, à sa manière, Montagnier a contribué à cette propagande. Et c'est terrible, du coup, parce que... Mais est-ce que lui aussi a été un gars qui a basculé? Comment ça, basculer? Comme toi, t'as basculé, parce que Montagnier, à la fin de sa vie, il était transgressif. Il l'a été sur certains sujets, mais il n'a pas remis en question ce pourquoi il a reçu le prix Nobel, la découverte supposée du VIH, qui est une escroquerie totale. Ça, pour moi, aujourd'hui, j'ai une certitude absolue sur le sujet. Voilà. Et j'en parlerai sans doute prochainement avec des gens qui ont bossé avec lui. Oui, mais il a gros dossier, gros dossier. C'est vrai, mais il a remis en cause le narratif sanitaire. Pendant Coco, tu veux dire? Oui, au début, mais d'une façon très maladroite et à mon avis très dangereuse, en disant dans le virus du SARS-CoV-2, il y a des séquences de VIH, et ça c'est n'importe quoi aussi. C'est-à-dire que il validait quelque part l'idée que oui, on avait effectivement affaire à une pandémie monstrueuse et qu'il fallait se protéger. Donc au tout début, pour moi, il a validé ça, et c'est très très problématique ça. Par contre, sur d'autres choses, il a dit attention, faut pas se faire injecter. Et là, je suis entièrement d'accord. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais ouais, Montagnier est quelqu'un de complexe et qui a dit beaucoup de bêtises. Écoute, c'est bien d'en parler, tu vois. Il faut donner la parole. Et tu as totalement raison de le dire aujourd'hui. Moi, je peux pas vérifier parce que je ne suis pas scientifique comme toi tu l'es ou comme l'est comme l'a été parce qu'il est plus là le professeur Montagnier. Mais tu vois, regarde, c'est important que tu puisses, toi, le dire, en tout cas, et sans que tu
prennent des volets de bois vert, parce que je pense que tu prendras un peu de volets de bois vert. De toute façon, quand j'ai fait mes vidéos sur le sida, j'en ai fait 3-4 il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Ouais. J'ai vraiment bien cherché le sujet et direct. Je pensais que Covid était fini, donc je pouvais un peu être libre dans ce que je pouvais dire. Direct. Ma première vidéo, elle a été fact-checkée par l'AFP Factuel. Donc, il y a eu un petit message qui apparaissait sur YouTube et sur Facebook. Et après, je crois que YouTube l'a supprimé. Ah, d'accord. Donc, ne fait pas supprimer la vidéo d'aujourd'hui, quoi. On va faire gaffe. On a un peu plus de liberté aujourd'hui. Après, toi, tu m'interviews, je dis ça, mais tu es pas dans « Ah oui, Jérémy a raison », etc. Donc, le fait que tu te comportes, entre guillemets, en journaliste objectif qui prend la distance, je pense que ça protège aussi ta vidéo, et tant mieux, et la chaîne, je veux pas créer de problème. Bon. Mais en tout cas, ma vidéo à l'époque, elle a été fact-checkée. J'ai eu un article complet de l'AFP Factuel sur ma vidéo en disant « Jérémy Orsier a tort parce que l'OMS a raison », en gros. C'est ça. Enfin, aucun argument. Hein. On va passer à la seconde partie de l'émission. Mais avant ça, les petites annonces. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. Merci à vous d'être si nombreux ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Merci de votre confiance. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Les plus grands, les meilleurs y écrivent. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Bien entendu, Laurent Ozon, néo-conservateur, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde. Et donc du coup, voilà. Tu as écrit ce livre parce qu'il fallait, j'imagine, aussi extérioriser. Oui, d'une certaine manière. Je voulais dire ce que je voulais dire. Je voulais dire ce que j'avais à dire. Ça me paraissait important. Je voulais que ce soit posé quelque part. Je voulais que ça puisse... Je pensais aussi au côté livre, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Mais je me suis dit, le livre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un support matériel. C'est pas comme une vidéo qui peut être censurée au bon vouloir de YouTube, de Facebook ou je sais pas qui. Et ça peut rester des années, quoi. Donc c'était ça. Je voulais laisser cette trace. Tu as découvert... certains travaux de quelqu'un qui est décédé il y a 2 jours, hein, docteur Tal Schaller. Voilà, on lui dédie cette émission et vraiment, je connaissais pas tellement, mais bon, quand je vois des gens de chez nous tomber comme ça, et cette année il y en a eu beaucoup, ça me fait toujours énormément de peine. Donc tu découvres ces travaux. Et qu'est-ce que t'en penses justement ? Est-ce que c'est une forme de découverte pour toi ? Enfin, ça veut dire découverte dans le sens scientifique, etc. Alors, moi, j'ai découvert son livre. Je crois que je l'ai amené d'ailleurs. Non, je l'ai pas amené. Bon. Ah si, pardon, c'est ça. Je suis tombé sur ce livre-là, La viande et le lait, des aliments dangereux qui détruisent notre santé et notre planète, aux éditions Lanor, et je l'ai découvert, je crois que c'était en 2010 ou 2011. J'étais à la fin de ma thèse, peut-être même 2009, bon bref. J'étais à la fin de ma thèse, je faisais une conférence lors d'un congrès international qui se passait à Lyon, en France, pour une fois. Et donc je me balade dans le Vieux-Lyon, je vais dans une boutique ésotérique, et je vois ça. Alors moi, je venais... peu de temps avant de changer d'alimentation, j'avais fait le choix d'être végétarien et je commençais à faire plein de recherches sur le côté nutritionnel, je voulais pas faire de bêtises et j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur le sujet et je tombe sur son bouquin, je me dis tiens c'est incroyable, c'est un médecin qui dit ça, c'est fou. Donc j'ai acheté le bouquin et j'ai trouvé que il y avait pas mal d'arguments qui étaient intéressants, que je connaissais pas encore et du coup, un peu plus tard, j'ai décidé de le contacter. On a commencé à avoir une correspondance par mail au début. Et puis après, j'ai envoyé ma femme un peu en cobaye faire un stage avec lui et sa femme. Pas Paul Laguep, alors j'envoie la femme. Vas-y, prends quelques... Elle était intéressée, évidemment. Mais en tout cas, je me suis dit, si elle est intéressée, autant qu'elle y aille, elle va faire un peu de repérage pour moi et on verra bien. Et elle était emballée par le stage de 2 ou 3 jours qu'elle avait fait avec Tal Schaller. Et du coup, moi, j'ai décidé moi aussi de faire un stage. Et après, carrément de me former avec lui. Donc ça, c'était en 2011-2012. Et moi, j'ai adoré le personnage. Décris-le-nous un peu. Ouais, c'est un médecin franco-suisse, avec un petit accent suisse d'ailleurs. J'ai envie de dire, avec un côté un peu fantasque, mais beaucoup de sagesse également, et une très grande expérience de vie. C'est quelqu'un qui a exploré énormément de choses, qui a beaucoup voyagé, qui a rencontré des gens partout dans le monde, qui allait explorer des peuples premiers, qui a fait des choses sur l'alimentation vraiment très très poussées. Et
Donc voilà, vraiment un chercheur dans le sens, il essaye plein de trucs. Après, voilà, il a sa façon d'enseigner, de retransmettre les informations, mais vraiment, il a expérimenté énormément de choses et ça, c'était magnifique. Donc moi, son profil m'a vraiment beaucoup plu et j'ai fait cette formation avec lui qui était vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que j'étais seul avec lui, il dit bon, qu'est-ce que tu vas prendre ? Ok, bon, on bosse là-dessus, paf, on bosse là-dessus. Ok, après il me dit bah tu vas lire ça, puis on se reparle plus tard. Et puis après on se revoit. Enfin bref, c'était vraiment complètement à la carte, un truc que j'avais jamais fait, mais qui était génial. Ça m'a fait progresser à une vitesse spectaculaire, quoi. Donc j'ai vraiment adoré travailler avec le personnage et il m'a fait découvrir beaucoup de choses. Moi, il y a un bouquin. Et en fait, dans les années 80-90, il avait fondé les éditions Vive Soleil ou les éditions Soleil, qui ne sont pas l'ordre du Temple solaire, parce que aucun rapport. Les fact-checkers ont dit là à sa mort. Genre, on dirait qu'ils avaient le communiqué 10 minutes après la mort. Hein. C'est hallucinant quand même, ces gens. Hein. Ils ont dit que c'était un charlatan, bien sûr, chaman, charlatan, tout ce que vous voulez. Et puis, ils ont sous-entendu qu'il était ordre du Temple solaire. Non, aucun rapport. Beaucoup de gens, je sais pas... regarde le soleil ou parle du soleil sans avoir de rapport avec l'ordre du temple solaire, tu vois. Enfin, c'est pas parce que tu mets des lunettes de soleil, par exemple, que tu as un rapport avec l'ordre du temple solaire. En tout cas, ce bouquin-là que j'ai vraiment adoré aussi, L'incorrigible optimiste, qui parle de la vie extraordinaire d'un aventurier de la santé, Edmond Bordo-Zekeli. C'est un gars du début du XXe siècle, un Hongrois, franco-hongrois, qui a été explorer justement le monde, aller rencontrer les gens qui vivent longtemps en bonne santé dans différentes peuplades, un peu dans l'Himalaya, dans des coins un peu paumés de Géorgie, etc., etc. Enfin vraiment, cette histoire, elle est extraordinaire et ça m'a vraiment donné un goût pour cette aventure de recherche de ce qui est vraiment bon pour la santé, en sortant de tous les dogmes et toutes les croyances. Et moi-même, j'ai plus tard, fait ce genre de recherche en allant dans ce qu'on appelle les zones bleues, où les gens vivent longtemps en bonne santé, qui ont été pour le coup validées scientifiquement. Donc il y en a, par exemple, la première qui a été validée, c'est dans les montagnes de Sardaigne, dans un petit coin des montagnes de Sardaigne. Ensuite, je suis allé sur l'île d'Ikaria en Grèce, qui est une petite île au large de la Turquie, dans la péninsule de Nicoya au Costa Rica, la ville de Loma Linda en Californie et l'archipel d'Okinawa au Japon, qui n'est plus une zone bleue depuis 20 ans, mais en tout cas, il y avait quelque chose. Bref, et ça, voilà, tout ça, ça m'a donné vraiment ce goût de la découverte sans présupposer, vraiment avec la démarche qui pour moi est la vraie démarche scientifique, c'est-à-dire je pense des choses, je vais vérifier sur le terrain, est-ce que c'est vrai ou pas. Et moi je suis rencontré les centenaires, je leur pose des questions, j'ai fait cette démarche-là vraiment poussée et ça allait en gros largement dans le sens de ce qu'il racontait. Donc ça m'a vraiment c'est venu confirmer la médecine holistique. La médecine holistique, c'est cette approche de la santé holistique, ça veut dire global en fait. Ça veut dire à la fois s'intéresser au mode de vie avec l'alimentation, le sommeil, l'activité sportive, mais aussi comment la personne s'occupe de ses émotions et de son stress, très très important ça. Comment aller dans sa famille. Enfin c'est tout un ensemble. Éventuellement les éventuelles pollutions environnementales auxquelles elle serait soumise et comment après pouvoir aider le corps à détoxifier ça, etc., etc. Donc c'est ça là. Et puis après lui il rajoutait le côté chamanisme qui était un peu moins mon truc. Voilà, je suis pas trop allé dans cette partie-là, même si prochainement je ferai une émission avec une chamane. Mais voilà, donc il avait le chamanisme. Parce que pourquoi ils ont cité ces fact-checkers le chamanisme? Parce que dans la psychologie des uns et des autres, c'est on va aller au cinéma, c'est-à-dire que on va revoir les images du cinéma avec le chaman jamaïcain ou je sais pas quoi, et donc on a l'impression que c'est une sorte de vaudou machin. Enfin, tout est mélangé en réalité. Ouais. Et donc, on se dit, ah, mais c'est pas possible, c'est pas, alors que c'est pas ça, en fait. Bah, il y a quand même un côté un peu spectacle, j'ai envie de dire, avec le chaman, parce que, il peut y avoir des cultures amazoniennes, amérindiennes, qui sont pas notre culture occidentale, on va dire. Donc ça nous confronte à quelque chose qu'on connaît pas bien. Donc il y a un côté, quand même spectacle. Mais, c'est pas ça l'objectif, en fait. C'est le folklore utilisé dans le cadre de cérémonies qui peuvent être véritablement thérapeutiques. Et donc oui, ça peut faire peur. Oui, ça ne correspond pas à notre façon d'aborder la santé ou même la vie de manière générale en Occident. Et pourtant, il peut y avoir des bénéfices, clairement.